D'ailleurs, le président des États-Unis a autorisé l'armée de l'air américaine à abattre des chasseurs vénézuéliens s'ils représentent une menace pour les États-Unis. Des chasseurs F-35 sont envoyés dans les Caraïbes pour lutter contre le trafic de drogue, selon le Pentagone. Lors de la signature de l'ordre, rebaptisé, Donald Trump a déclaré au général de l'armée de l'air que les militaires pouvaient abattre des chasseurs vénézuéliens. Au cas où ils mettraient en danger les navires de guerre américains dans les Caraïbes, Septembre 2025, la mer des Caraïbes vit sous une tension jamais vue depuis des décennies. Des navires de guerre américains patrouillent les eaux vénézuéliennes. Des milliers de soldats ont été envoyés dans la région. La justification officielle, la lutte contre le narcotrafic. Mais tout le monde sait que la véritable pression, c'est sur lui. Nicolás Maduro. À Caracas, la capitale vénézuélienne, l'ambiance est à l'appréhension. Le régime vénézuélien sait que les Américains ne bluffent pas. Et puis, au milieu de cette crise, le Venezuela prend une décision que peu de gens attendaient. Le matin du 4 septembre, 2 chasseurs F-16 décollent d'une base militaire vénézuélienne. Leur destination, l'United States Ship Jason Dunham, un destroyer américain équipé de missiles guidés et de systèmes de défense de dernière génération. Est-ce une provocation ? Le survol n'a duré que quelques minutes. Mais cela a suffi pour entraîner des conséquences. Des conséquences qui ont traversé les océans et sont arrivées directement dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Lorsque Donald Trump a appris ce qui s'était passé dans les Caraïbes, il a pris une décision dangereuse. Et Maduro, eh bien, il ne s'y attendait probablement pas. Pour comprendre pourquoi le Venezuela a pris ce risque, il faut revenir 2 jours en arrière. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Quelque chose qui a bouleversé les règles du jeu. Nous étions mardi 2 septembre. Un hors-bord fendait les eaux des Caraïbes. À bord, il y avait 11 personnes destination, les États-Unis. Ils transportaient de la drogue, selon les Américains. Mais ce voyage n'arriverait jamais à destination. Parce que les forces militaires des États-Unis les attendaient. Et quand elles ont attaqué, ce n'était pas pour faire peur. 11 personnes sont mortes, aucune n'a survécu. Donald Trump a personnellement annoncé l'attaque. Il a même diffusé une vidéo de l'opération. Selon lui, l'embarcation transportait beaucoup de drogue, et les membres d'équipage étaient des membres du TREM de Aragua, un gang vénézuélien que les États-Unis avaient classé comme organisation terroriste au début de 2025. Et voici la clé de tout. Cette classification a tout changé. Parce que, traditionnellement, les opérations antidrogue sont des opérations policières. Vous interceptez, vous arrêtez, vous saisissez. Mais quand vous qualifiez quelqu'un de terroriste, les règles changent. Maintenant, c'est la guerre. Vous pouvez maintenant tuer, sans poser de questions. Les Américains n'ont pas qualifié ces 11 morts de suspects de trafic. Ils les ont appelés des narcoterroristes tués au combat. Vous voyez la différence ? Ce ne sont que des mots, mais ça change tout. Cela permet aux militaires américains d'utiliser la force létale dans les eaux internationales, ce qui auparavant n'était autorisé qu'en cas de légitime défense directe. Et le Venezuela, en l'apprenant, n'a pas tardé à réagir. Diosdado Cabello, l'une des figures les plus puissantes du régime, a condamné l'attaque, qualifiant l'opération d'exécution extrajudiciaire et de massacre illégal. Maduro lui-même a qualifié l'action d'acte impérialiste et a déclaré que le Venezuela était prêt pour une lutte armée, si cela s'avérait nécessaire. Mais ici, les choses deviennent encore plus intéressantes. C'est parce que le gouvernement vénézuélien a également attaqué la crédibilité des preuves américaines. Ils ont affirmé que la vidéo diffusée par Trump était fausse, créée avec l'intelligence artificielle, indépendamment de qui disait la vérité. Cela a créé une guerre de récits, où chaque camp avait sa propre version des faits.
Et toi, qu'en penses-tu? Tu crois que la vidéo a vraiment été faite par intelligence artificielle? Laisse ton avis en bas dans les commentaires. Et c'est dans cette ambiance explosive que le Venezuela a décidé de répondre. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Le jeudi 4 septembre, 2 pilotes vétérans de l'armée de l'air vénézuélienne sont montés à bord de leur F-16, des avions qui, soit dit en passant, ont été achetés aux Américains eux-mêmes dans les années 80. Maintenant, ils vont utiliser ces machines pour défier le pays qui les a fabriquées. De l'autre côté, l'United States Ship Jason Dunham, qui, soit dit en passant, n'est pas n'importe quel navire, c'est un destroyer de classe Harleyburg, équipé du système Aegis. Imaginez une forteresse flottante capable de détecter et d'intercepter plusieurs menaces simultanément. Missiles, avions, sous-marins. Son radar peut voir à des centaines de kilomètres de distance, et il dispose de 96 cellules de missiles prêtes à être lancées. Prenez un instant pour y réfléchir. Face à ce navire, il y a 2 F-16 des années 80, avec des radars qui atteignent seulement quelques dizaines de kilomètres. Des armes dépassées par les standards actuels. Quand on se rend compte de cette disparité, il était normal de se demander « Mais pourquoi diable le Venezuela ferait-il cela ?» Pourquoi envoyer 2 avions obsolètes contre l'un des navires de guerre les plus avancés du monde? Et la réponse est simple. Ce qu'ils ont fait n'avait pas pour but de gagner une bataille, c'était pour envoyer un message. Le survol a duré quelques minutes. Les F-16 se sont approchés du destroyer américain, l'ont survolé, puis se sont éloignés. Mais il y a un détail technique crucial qui montre ce qui s'est réellement passé là-bas. À aucun moment, les pilotes vénézuéliens n'ont verrouillé le navire américain avec leur radar de tir. C'est important, car verrouiller avec un radar de tir est universellement considéré comme un acte hostile immédiat. C'est comme pointer une arme chargée. S'ils avaient fait ça, les United States Ship Jason Dunham auraient probablement réagi immédiatement. Autrement dit, malgré la provocation, le Venezuela a évité de franchir certaines lignes rouges. C'était une provocation calculée, risquée mais calculée. La réaction des Américains a été immédiate. Le Pentagone a condamné le survol comme un acte hautement provocateur, destiné à interférer avec les opérations anti-narcoterrorisme. Mais le plus intéressant, c'est le langage qu'ils ont utilisé. Ils ont qualifié le gouvernement vénézuélien de cartel qui contrôle le Venezuela. Oui, vous avez bien entendu. Ils l'ont appelé cartel, pas gouvernement. Cela légitime l'attitude militarisée des Américains, traitant Maduro non pas comme le président d'un pays, mais comme le chef d'une organisation criminelle. Nous arrivons alors au moment le plus surprenant de l'histoire, la réaction de Trump. Les militaires peuvent abattre des chasseurs vénézuéliens s'ils mettent en danger les navires de guerre des États-Unis dans les Caraïbes. Vendredi 5 septembre, Maison-Blanche. Trump est interrogé par des journalistes au sujet du survol. Sa réponse a été directe et sans précédent. S'ils nous mettent dans une position dangereuse, ils seront abattus. Ils vont avoir des ennuis, nous allons les prévenir. Nous avons entendu que c'était arrivé, mais ce n'était pas complètement terminé. Pas comme ils l'ont décrit. Mais je dirais, général, s'ils font cela, vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez. Mais il ne s'est pas arrêté là. Trump s'est adressé directement au général Dan Kane, chef d'état-major interarmé, qui était présent, et a dit « Si on nous met dans une position dangereuse, vous et vos commandants pouvez décider quoi faire. » En d'autres termes, Trump déléguait l'autorité d'abattre des avions vénézuéliens sans avoir besoin de consulter le gouvernement américain. C'est un changement majeur des règles. Auparavant, une telle décision remontait la chaîne de commandement. Désormais, les commandants présents sur place ont l'autorisation totale d'abattre les avions vénézuéliens. Cette déclaration de Trump a servi plusieurs objectifs.
Tout d'abord, elle a servi à intimider, avertissant Maduro que la limite des provocations était atteinte. Deuxièmement, cela a renforcé son immunité, son image de leader décisif auprès du public américain. Et troisièmement, cela a mis toute la responsabilité d'éviter une escalade sur les épaules de Maduro. Et tu sais quelle a été la réaction de Maduro? Eh bien, il est resté silencieux. Le gouvernement n'a publié aucun communiqué officiel ni revendiqué la responsabilité. Ce silence semble avoir été une façon de rendre les choses vraiment confuses. Après tout, cette attitude aide le Venezuela à ne pas donner plus de raisons aux États-Unis de riposter. Cependant, si Maduro pensait que tout finirait ainsi, il se trompait. Parce que la réponse américaine était en train d'arriver. Eh bien, mes amis, elle a été colossale. Dans les heures suivant la déclaration de Donald Trump, 10 F-30 et 5 Lightning II ont été envoyés sur une base aérienne à Porto Rico. Tu as bien entendu ? 10 F-35, les chasseurs les plus avancés du monde, furtifs, invisibles au radar, contre les F-16, les Vénézuéliens, qui, soyons honnêtes, n'ont absolument aucune chance. Le message était limpide. C'est comme s'il disait « Vous nous avez provoqués avec de vieux avions de chasse. Voici notre réponse. » C'était une démonstration écrasante de la supériorité technologique américaine. Après tout, les F-35 peuvent détecter, suivre et éliminer les F-16 vénézuéliens, avant même que les pilotes vénézuéliens ne sachent qu'ils sont attaqués. C'est comme apporter un couteau à une fusillade. Mais les conséquences de cette action ne se sont pas arrêtées là. Le Venezuela a alors mobilisé ses forces militaires et ses milices civiles. Maduro a affirmé leur préparation au combat, incitant les pays voisins à revoir leur sécurité. Toute la Caraïbe est entrée en état d'alerte. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, traditionnellement allié des États-Unis dans la région, a critiqué ouvertement l'opération américaine. S'il est confirmé que l'attaque contre le navire a eu lieu, il a qualifié cela d'assassinat et a averti qu'une invasion du Venezuela entraînerait la Colombie dans le conflit. Le Brésil de Lula est resté neutre, déclarant qu'il se tiendrait du côté de la paix. La Russie et la Chine en ont profité pour critiquer l'interventionnisme américain et marquer leur point géopolitique. Mais peut-être que la conséquence la plus durable de tout cela est le précédent juridique qui a été établi. En qualifiant un gang de trafiquants de drogue d'organisation terroriste, les États-Unis ont créé une justification pour utiliser la force militaire létale contre des groupes criminels dans les eaux internationales. Cela change fondamentalement les règles du jeu dans la lutte contre le trafic de drogue. Historiquement, ces opérations relevant de l'application de la loi, même avec un soutien militaire, désormais, elles peuvent être des opérations de combat. La différence, c'est que maintenant, vous n'avez plus besoin d'arrêter. Et poser des questions ensuite. Maintenant, ils peuvent simplement éliminer la menace. Au final, Maduro a réussi à mobiliser un soutien interne, en montrant qu'il affrontait l'Empire américain. Trump, de son côté, a réussi à démontrer sa force militaire et à établir de nouvelles règles plus agressives. Les deux parties en sont sorties politiquement gagnantes. Pendant ce temps, les Caraïbes, une région qui était relativement stable, vivent maintenant sous tension militaire. Cette escalade a montré combien les situations peuvent vite devenir incontrôlables. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que le Venezuela a agi correctement ou a été irresponsable en effectuant ce survol ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette analyse, abonne-toi à la chaîne et partage avec ceux qui s'intéressent aussi à ces sujets. À la prochaine.